Et Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France, 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. Il va falloir que cette voiture soit conforme. Vous voyez l'automobile derrière moi? On va pas s'engueuler pour une bagnole. Eh bien, elle est absolument impeccable. Nous avons les béquilles, ce qu'on appelle les béquilles. L'auto, monsieur Fernand, l'auto. Eh bien, avec ça, vous êtes sur une autre galaxie. Ah ouais. Ça pousse. bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble avec Philippe David jusqu'à 20h. Ça va mon Philippe? Ça va très bien, vous ça montez va à bien côté rouler. de moi, c'est moi qui conduis. Bon oui, vous êtes à la place du conducteur, donc c'est bien. Eh bien très bien, au sommaire de cette émission, Leapmotor, la licorne chinoise débarque sur le marché français. Leapmotor, la licorne chinoise, arrive en France, on vous le dit. La T03, c'est la nouvelle petite citadine électrique de la gamme Leapmotor qui offre une promesse aguicheuse. Elle devrait être l'une des voitures électriques peut-être les moins chères de France. Un véhicule compact, des dimensions idéales pour venir concurrencer les reines de la catégorie. Thomas Ménil est avec nous, directeur marketing et de communication de EV, Espace Véhicules Électriques. Il sera avec nous dans quelques instants. Recycleur de VHU. VHU, les véhicules hors d'usage, c'est le métier de la semaine avec Mobiliance. Les VHU, appelés familièrement épaves, sont considérés comme des déchets dangereux. Ils doivent faire l'objet d'un traitement particulier pour prévenir tout risque de pollution. Comment les recycler? Avec des chiffres incroyables. On fera le point avec Patrick Poincelet, président de la branche recycleur des VHU de Mobiliance. Et c'est une info exclusive Sud Radio et Mobility TV. L'arrivée sur le marché français du fabricant de bornes rechargeables The Hotel sera avec nous. Objectif, implanter 10 000 bornes dans l'Hexagone en 2023. Victor Van Lanker sera avec nous, responsable du développement d'Hôtel Énergie France. Et puis finalement aussi le rallye. On va Philippe. prendre la route, mais là Allez. c'est réservé aux femmes. Ouais. Enfin, le rallye Aïcha des Gazelles au Maroc s'élance samedi à Nice depuis 1990. Ce rallye est une aventure humaine unique qui permet à toutes les femmes de vivre une expérience intense. 6000 femmes de 18 à 71 ans venant de plus de 70 pays différents y ont déjà participé. Pour cette 32e édition, Dominique Serra, présidente et fondatrice, sera avec nous. Bienvenue dans les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix Sud Radio. Et parmi les marques chinoises qui ont décidé de s'implanter sur le marché français, Leapmotor, la licorne chinoise avec un modèle électrique, la T03. Thomas Ménil est avec nous. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. Vous êtes directeur marketing et communication de l'espace véhicule électrique, EV. Leapmotor donc débarque sur le marché français, c'est officiel. On l'attendait depuis le salon. On avait vu déjà des prototypes. Ça y est, c'est officiel, c'est maintenant. Oui, tout à fait. On avait vu effectivement quelques aperçus et la voiture a été montrée en avant-première dans le réseau français de concessionnaires en janvier. Et là, ça y est, c'est complètement lancé dans tout le réseau. Alors, tous les auditeurs ne connaissent pas Leapmotor. Expliquez-nous quel constructeur est Leapmotor. Eh ben, c'est un constructeur complètement indépendant. C'est une start-up chinoise de l'automobile, 100% électrique, basée sur l'innovation. Basé sur la technologie. C'est un constructeur qui a des origines dans la technologie, dans les technologies de radar, de détection, donc qui est déjà un fournisseur de premier rang sur à d'autres constructeurs automobiles sur des technologies avancées, et qui a décidé donc de passer à la vitesse supérieure en créant des véhicules, et donc des véhicules technologiques 100% électriques, et avec le consommateur au centre de ses préoccupations. C'est une marque qui a quel âge aujourd'hui ? Elle est toute très récente. jeune. La société a été fondée en 2015. Ah oui, On a commencé à produire et vendre des véhicules en Chine en 2019. Oui, donc c'est tout récent. Beaucoup de grandes marques chinoises aujourd'hui arrivées sur le territoire français, ou sont passées par la Norvège, ou d'autres sont restées en Norvège et pas en France. Pourquoi ce choix de la France? Est-ce que ça veut dire que le marché français, quand même, pour la Chine, compte énormément? Alors, oui, d'une part. Pourquoi la France? Parce que Espace Véhicule Électrique, Didier Sierg est très très fort, et qu'on a réussi effectivement à importer ces véhicules et à convaincre le constructeur que notre marché était mature pour ces véhicules. Vous avez déjà la marque CRS à la base? On a déjà la marque CRS du groupe DFSK, donc Dongfeng Sokon, oui, et puis la marque DFSK aussi de petits
petits utilitaires électriques qui sont également donc distribués par nous. Mais donc effectivement, on a pu prouver qu'on était capable de lancer des marques automobiles, d'avoir un certain succès sur le marché. Et donc Leapmotor s'est dit que c'était un bon moyen d'arriver en Europe que de passer par nous. Le premier véhicule qui arrive en France, c'est la T03, une petite citadine. Décrivez-nous là, c'est quand même un modèle plutôt fixé vers la clientèle féminine, non? Ah, j'aime pas dire ça. Non. Ah bah pourtant, il y a des jolies roses pastel, bleu pastel. Mais alors La voiture est rose, mais moi j'aimerais bien avoir une voiture rose. Non, pour être sérieux, c'est un véhicule qui s'adresse à tous les déplacements citadins. Donc elle n'est pas disponible qu'en rose. Ouais. Oui, Et c'est il y a du bleu pastel, etc. Facile et pratique finalement. C'est une voiture, d'une dimension citadine, dont 3,62 m de long. Qui possède quand même 109 chevaux, hein, donc 80 kW de puissance. Ça fait quoi? Ça fait 120, 130 km/h à peu près? Ah oui, ça va à 130 km/h, Ouais, oui, tout à fait. Et en ville, on peut atteindre 417 km d'autonomie en WLTP, selon les normes WLTP qui sont utilisées par tous les autres constructeurs. Et vous parliez tout à l'heure d'innovation, en tout cas de Leapmotor et l'innovation. Est-ce qu'à l'intérieur, il y a quand même un peu de techno? C'est intéressant. Oui, tout à fait. C'est une voiture qui, effectivement, on va dire que c'est une voiture qui est très pétillante à l'extérieur, qui a un style un peu rondouillard, très sympathique. Mais c'est vrai qu'elle est, au final, très sérieuse à l'intérieur, avec des technologies, avec une caméra de recul, avec des écrans, avec des radars avant, arrière, enfin, donc un équipement vraiment qui est très complet et qui est vraiment à la hauteur du marché automobile, même un petit peu plus équipé que ses concurrentes. Et vous êtes très agressif sur les prix parce que les personnes cumulant toutes les aides et ayant le fameux RFR, le revenu fiscal de référence, sous les 6 358 € peuvent l'acquérir pour, je vous donne le prix à l'euro près, 12 990 € pour une voiture 100% électrique. Ce qui est dingue. Effectivement, alors il faut effectivement cumuler un certain nombre d'avantages. Ou de désavantages sur le revenu fiscal de référence. Exactement, une condition de revenu qui est assez faible, on peut le dire, pour obtenir toutes ces aides. Ouais. Néanmoins, la plupart des consommateurs peuvent obtenir 5 000 € de bonus écologique. Et puis si on a une voiture qui rentre dans les catégories également pour passer à la casse chez Patrick Poincelet. Vous faites déjà le teasing. Oui, tout à fait. Pourquoi donc si on a cette voiture-là, on peut avoir 2500 € de plus. Donc on est déjà à 18 490 € avec ces deux aides qui sont pour... Mais c'est déjà très intéressant pour une voiture neuve. Exactement. Et surtout électrique. Pourquoi avoir choisi une voiture citadine plutôt qu'un SUV comme on voit souvent, ou alors une berline parce que je sais qu'il y a un gros SUV aussi qui existe. Il y en a dans les tuyaux, effectivement. Oui, pourquoi la petite? La petite, d'abord parce que c'est une catégorie qui n'est pas tellement utilisée, ou qui n'est pas tellement... concurrentielle peut-être. Ouais, concurrentielle. Il y a quelques véhicules qui sont sur ce marché de la citadine 100% électrique. On a soit des véhicules un peu plus ou très très limités dans leur utilisation citadine, ou alors des véhicules qui sont, y compris parmi les citadines, très haut de gamme. Donc là, on a un créneau dans lequel on a un véhicule avec des prestations hyper modernes qui rentrent dans le marché exactement à la place où il faut. Et qu'on remarque finalement. Et qu'on va remarquer. Oui. Et la prochaine qui va arriver, ça va pas être une petite citadine, ça va être le C11, un gros SUV. Vous ciblez les deux extrêmes. Il y aura effectivement au C11 un gros SUV qu'on a déjà vu. Dit-il en ouvrant grand les yeux. Mais on aura surtout un véhicule qui sera destiné à l'Europe et qui s'appellera le B11. Et qu'on ne connaît pas encore, mais il va arriver en fin d'année. Voilà. Et donc, je vais faire un petit teasing. Est-ce que finalement les Français sont prêts à acheter chinois aujourd'hui? Alors, on n'a plus du tout les mêmes freins qui existaient auparavant. Il y a pas mal de constructeurs chinois qui arrivent sur le marché. Et on l'a vu au salon, il y a énormément de constructeurs chinois. Mais pourquoi il n'y a plus de freins? Parce que les voitures, effectivement, se sont largement améliorées en termes de qualité, de prestations. De look aussi. De look également. Oui. Mais
Donc on a aujourd'hui des véhicules qui sont équipés comme des véhicules européens, qui ont des prestations comme les véhicules européens, et en plus on a une spécialité qui est vraiment, ce sont des spécialistes de l'électrique, ce qui n'est pas le cas, et on peut voir aujourd'hui que l'industrie européenne ou l'industrie américaine sont en train de chercher comment rattraper les Chinois sur l'électrique. Donc en réalité, les constructeurs chinois ont une vraie avance sur ce sujet-là. Et un maillage territorial aujourd'hui, c'est-à-dire que vous avez pas mal de concessions ou de revendeurs en France ? Oui, on a une 50aine de concessions prévues en ouverture d'ici la fin du premier semestre. Aujourd'hui, on a une 40aine qui sont ouvertes partout en France. Et vous visez 100 à la fin de l'année, je crois. Et on vise 100 à la fin de l'année également. Voilà, donc c'est en candidature ouverte. Merci. Si vous voulez être distributeur, effectivement. Voilà, on va vous donner le numéro de téléphone de Thomas. Thomas Ménil, merci beaucoup d'avoir été avec nous, directeur marketing et communication de EV, c'est l'espace véhicule électrique de la marque Leapmotor, mais aussi de la marque CRS. Merci d'avoir été avec nous. Et puis on va revenir dans un instant, Philippe, sur un métier recycleur de VHU. Alors les VHU sont les véhicules hors d'usage. Voilà. Pourquoi vous dites, vous regardez quand vous dites hors d'usage ? Parce que ça me fait penser à vous. C'est ça. Voilà, je cherchais le mot, quand je vous ai vu, il est revenu. Non, mais c'est hors d'usage que vous me regardez. Et on va vous réparer, ou voir vous recycler. Tiens, bougez pas. On va vous en parler dans quelques instants. Allez, à tout de suite, c'est les vraies voix qui font rouler la France. Et merci de votre fidélité à cette émission. Vous aimez l'automobile, nous aussi. Thomas Ménil, directeur marketing de communication de EV, l'espace véhicule électrique, c'est toujours avec nous. Et puis on va vous parler d'un métier qu'on a découvert avec Philippe David. Ça s'appelle recycleur de VHU. C'est le métier de la semaine avec Mobiliance. Les VHU, les véhicules hors d'usage, appelés familièrement forcément les épaves, sont considérés comme des déchets dangereux. Et on va en parler avec Patrice Poincelet, qui est avec nous, président de la branche recycleur des VHU de Mobiliance, et qui va nous parler de ce métier. Bienvenue Patrick Poincelet. Bienvenue, bonsoir. Merci à vous. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Alors que je vais vous poser une question basique. Quelle est la différence entre finalement un recycleur de VHU et une casse automobile ? Alors, première question, effectivement, c'est toujours la symbolique, l'image d'Épinal. Eh ben voilà. Je suis tombée dedans. Exactement, puisque effectivement, l'ensemble des acteurs et du grand public nous connaissent sous le nom de casse automobile. Oui. Mais aujourd'hui, on a la chance d'avoir, vous savez, on est dans une période où on met des grands noms pompeux sur beaucoup de choses et beaucoup de métiers. Et maintenant, on s'appelle effectivement des centres agréés VHU, véhicules hors d'usage. Mais justement, le centre agréé VHU, c'est pour nos auditeurs, ce sont les seuls habilités à délivrer les papiers authentifiant la destruction et vous déchargeant de tous les problèmes, type par exemple des PV. Exactement. Et ça, c'est important de le rappeler. C'est du vécu. C'est effectivement important de le rappeler, puisque les centres agréés VHU, et je le rappelle, pour circuler sur la voie publique, vous avez besoin de deux choses. Vous avez besoin d'un véhicule, bien sûr, mais d'un véhicule qui est équipé de sa carte grise, puisque vous pouvez circuler qu'avec les deux éléments. Et ces centres agréés VHU que je représente aujourd'hui sont les centres, les seuls et uniques habilités à opérer la destruction administrative des documents de la carte grise. Ce qui fait que tant que le véhicule n'est pas passé dans un centre agréé VHU, eh bien vous êtes toujours responsable administrativement, juridiquement, pénalement et environnementalement de votre véhicule. Donc très important de remettre, quand on veut remettre son véhicule en fin de vie à un centre, il faut le remettre surtout à un centre agréé VHU qui vous remettra une déclaration d'achat pour destruction qui justifiera que vous êtes absolument déchargé de toute responsabilité. Patrick Poincelet, combien de centres agréés aujourd'hui en France ? Alors, aujourd'hui, on est environ 1640 centres agréés VHU, puisque ça varie un petit peu tous les ans, puisque nous sommes agréés par l'administration et par les préfectures. Oui. 1640 centres aujourd'hui qui traitent 1 300 000 voitures en fin de vie chaque année. Alors, combien de voitures sont détruites par an en France ? C'est plus d'1 million. C'est ça, c'est ce qui vient de dire. Mais justement, d'où elles viennent ? D'où elles viennent ? Parce qu'il y a quand même beaucoup d'horizons. Exactement. Donc, les voitures, alors tous les ans, nous avons, puisque nous sommes obligés de faire ce qu'on appelle une déclaration à l'ADEME annuellement, donc on a un chiffre extrêmement précis des véhicules détruits chaque année.
allez-y. Et ils sont vraiment très précis puisque nous leur envoyons tous les ans la liste exhaustive des véhicules que nous détruisons. Donc forcément, en fonction des années et en fonction des opérations, puisque nous avons ou nous n'avons pas des primes à la conversion, Oui. donc on va plus ou moins augmenter ce volumétrie de véhicules, mais nous sommes sur une base moyenne d'environ 1 300 000 véhicules chaque année. Alors ces provenances, on prévient de différentes sources. Donc la plus importante et la première source, c'est les apports directs des particuliers qui veulent se séparer de leur véhicule en fin de vie et qui nous les amènent, qui pèsent environ 50% de la volumétrie. Derrière, la plus grosse volume vient des véhicules accidentés, puisque quand vous avez un sinistre avec votre véhicule, un expert va missionner et va définir si votre véhicule est économiquement ou pas réparable. Donc, s'il est économiquement non réparable, eh bien, ces véhicules nous parviennent, et c'est aussi une volumétrie de l'ordre des 350 000 voitures chaque année. Ensuite, viennent à peu près à égalité deux autres sources, les fourrières, qui sont quand même d'un grand volume. Mais non. Les fourrières. Et le deuxième, l'autre source aussi, eh bien, c'est les distributeurs automobiles dans le cadre des primes à la conversion. Mais est-ce que ça veut dire que quand un particulier vient vous voir avec sa voiture, il vous la revend, il vous la donne? Comment ça se passe en fait? Alors, déjà, il y a une obligation réglementaire. D'accord. Déjà, donc l'Europe, puisque nous sommes gérés par une directive européenne, et donc la 2053, qui impose à tous les centres agréés VHU de ne pas avoir de valeur négative pour votre véhicule. Donc, ça, c'est déjà acté. Vous ne pouvez, aucun centre agréé VHU ne peut vous demander de l'argent pour récupérer et retraiter votre véhicule. Attention, aujourd'hui, jusqu'à ce jour, demain ce sera peut-être différent, ce sera différent demain, mais jusqu'à ce jour, c'est le véhicule livré sur site. Donc jamais de valeur négative, et ensuite, eh bien, vous pouvez très facilement avoir une valeur positive. Tout va dépendre de ce que l'on va pouvoir retirer de votre véhicule, puisque je rappelle que nous sommes une profession qui est ni subventionné, ni financé, ni aidé. Ouais, c'est ça. Et parallèlement à ça, je rappelle aussi que pour le consommateur, il n'y a jamais eu d'éco-contribution. Actuellement, pour le recyclage, il n'y a aucune éco-contribution. Donc c'est-à-dire que si je vous donne ma vieille carcasse Philippe David, je peux retirer de l'argent. C'est bien, c'est une bonne nouvelle. On essaiera de trouver un débouché soit sur le marché français, soit sur le marché d'export. On pourra peut-être trouver un marché. Les enchères sont lancées. Justement, une voiture à recycler, aujourd'hui c'est fabuleux. On recycle plus de 95% de ce qu'il y a dans un véhicule. Ça c'est dingue. Oui, le véhicule en fait un produit de consommation le plus recyclé, puisque aujourd'hui nous dépassons 95% de son taux. Donc vous imaginez qu'aujourd'hui sur la masse des véhicules, seulement 4,5% de ce poids va en CAT, un centre d'enfouissement, mais tout le reste est quand même valorisé, soit en pièces de réemploi, soit en matière. Mais on va donc récupérer un grand maximum, ce qui en fait un des produits de consommation les plus recyclés. Mais quand vous dites en matière, c'est-à-dire que pour les pneus, on en fait quoi par exemple? Alors, vous avez toute typologie. Alors, c'est aussi un peu, je vais juste faire un petit peu d'histoire en rappelant quand même que le véhicule, depuis son origine, est composé à 75% de sa masse métallique. Donc, historiquement, c'est le premier produit qui a été recyclé de consommation. Bon, alors derrière, on va trouver des débouchés. Forcément, l'acier, l'aluminium, le cuivre, ce sont des produits forcément valorisés depuis très très longtemps. Mais le pneumatique aujourd'hui est recyclé à plus de 90%, aussi 95%. Soit on va en refaire de la poudrette. On va réutiliser la caoutchouc pour faire du caoutchouc, mais on peut aussi l'insérer dans des produits de substitution pour faire des terrains de sport ou des choses comme ça avec des valeurs, des chaussées drainantes. On retrouve l'usage du pneumatique un peu et la cimenterie bien sûr pour faire de l'énergie. La France est le premier exportateur européen de pièces de récupération. C'est un beau cocorico à faire. Alors, c'est un beau cocorico historique, mais on le doit aussi à un de nos producteurs phares,
Je rappelle qu'on le doit surtout à la marque Peugeot, à l'époque, qui a exporté beaucoup de véhicules en Afrique du Nord et dans d'autres pays. Et de ce fait, compte tenu que nous étions aussi les plus gros consommateurs de Peugeot, naturellement, les clients qui voulaient de la pièce sont venus chez nous pour en récupérer. Mais je pense qu'il faut faire d'autres cocoricots. Mais je vous dis effectivement que nous sommes les premiers recycleurs. Les recycleurs français sont les premiers exportateurs d'Europe de pièces de réemploi. Mais je vais quand même vous donner des chiffres. En France, on recycle environ 1 300 000 véhicules dans la filière légale. Pour nous donner juste le chiffre d'outre-Rhin, nos petits voisins allemands ne font que 500 000. Donc on est forcément bien meilleur qu'eux. Merci beaucoup Patrick Poincelet, président de la branche recycleur des VHU de Mobiliance. Cécile, j'ai reçu une offre, je suis évalué au prix d'une Bugatti Veyron. Non. Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Vous allez faire une affaire là. Non, c'est pas une possible. affaire là. Là, je suis passé, c'est une Chiron maintenant. Eh ben, vous savez quoi? Je vous l'offre, cette affaire. Merci d'avoir été avec nous. Et dans un instant, une exclue Sud Radio et Mobility TV, l'arrivée en France sur le marché français du fabricant de bornes de recharge Autel. À tout de suite et bienvenue. C'est les vraies voix qui font rouler la France. On est ensemble jusqu'à 20h. À tout de suite. Sud Radio, les vraies voix qui font bouger la France. 19h-20h, les vraies voix qui font rouler la France. On vous souhaite la bienvenue, merci d'être avec nous. On sait que vous aimez l'automobile, nous on adore l'automobile. Et c'est une info exclusive Sud Radio Mobility TV, c'est l'arrivée sur le marché français du fabricant de bornes de recharge Autel. Et pour en parler, il est avec nous aujourd'hui, Victor Van Lancker, merci d'être avec nous. Vous êtes responsable du développement d'Autel Énergie France. Donc c'est une exclusivité. Donc racontez-nous un peu l'histoire de cette entreprise, qui n'est pas une entreprise française, et qui arrive sur le territoire français. Et qui s'écrit hôtel comme l'hôtel à l'église, mais pas comme l'hôtel où on dort. C'est ça. Tout à fait, AUTEL. Voilà, oui. C'est ça. Donc effectivement, Autel Énergie est un fabricant de bornes de recharge pour véhicules électriques. C'est une filiale du groupe Autel, qui est un spécialiste depuis plus de 20 ans dans le diagnostic automobile. Nous sommes arrivés en 2021 en Europe et il y a seulement quelques mois en France, avec l'ambition de devenir un acteur incontournable sur les solutions de recharge. C'est pourquoi on a conçu et développé une gamme très large qui va répondre à tous les besoins et usages de nos auditeurs qui roulent en électrique. Alors vous êtes européen, je crois que c'est du côté de l'Allemagne aussi, non? Alors, le groupe Autel a été fondé en Chine, à Shenzhen, en 2004. Est implanté dans plus de 70 pays et régions. Et en Europe, effectivement, on a notre siège européen qui est en Allemagne, à Munich. On a un centre de recherche et développement aux Pays-Bas, des entrepôts un peu partout en Europe et des équipes de proximité dans chaque pays européen, dont la France évidemment. Voilà. Et donc pourquoi la France en premier, par exemple, aujourd'hui? Pourquoi la France? Parce qu'en Europe, il y a quand même pas mal de pays. Alors, on est implanté dans d'autres pays en Europe, aux Pays-Bas, en Angleterre, où on a des références depuis 2021, en France seulement depuis 2022, avec la volonté, effectivement, puisqu'il y a un marché qui croît sur le véhicule électrique, de s'imposer comme un acteur important. Ce qui fait plaisir à notre ami Thomas Ménil qui vend des véhicules électriques. Oui, on est content. Évidemment. Les vendeurs de voitures d'électriques sont contents de voir des bornes arriver. Et nous aussi, je peux vous assurer. Et puis mettre notre pierre à l'édifice. L'objectif, c'était 100 000 points de charge ouverts au public à fin 2021. Ça a été reporté à fin 2022. On devrait y arriver au deuxième trimestre 2023, puisqu'aujourd'hui on est à 85 000 points de charge ouverts au public. Donc le but d'Autel, c'est de... On devrait y arriver. Oui. Alors, quel type de borne fabrique Autel? Vous avez plusieurs types de bornes selon la vitesse de recharge. Exactement. L'idée, c'est de s'adresser à tous les besoins et usages des conducteurs électriques. Donc, le premier, ça va être les bornes lentes pour la recharge à domicile. La nuit. Tout à fait. Si on peut se permettre déjà d'avoir une borne chez soi. Sur les parkings d'entreprise. Le deuxième besoin, ça va être les charges rapides sur les centres commerciaux, quand vous allez faire vos courses, quand vous allez au restaurant ou au cinéma. Avoir le confort, surtout si vous ne pouvez pas forcément vous recharger chez vous, d'avoir un point de charge rapide. Les supermarchés. Tout à fait, exactement. Et le troisième besoin, ça va être la charge ultra rapide sur les aires d'autoroute, l'itinérance pure. Et donc Autel a développé une gamme de bornes lentes, de bornes rapides et de bornes ultra rapides. Pour qu'on comprenne bien la durée de la charge lente et finalement combien de temps, quand vous dites en charge ultra rapide, c'est combien de temps, et lent, et c'est combien de temps? C'est intéressant pour qu'on comprenne bien. La charge lente domicile, la nuit complète. La nuit ou les parkings, c'est des situations
supérieure à 5-6 heures. On va recharger son Le véhicule parking de bureau, on passe la journée. Exactement, les sédentaires qui viennent le matin, qui repartent l'après-midi, on sera entre 6 et 9 heures. Il y a la charge rapide, on parlait d'aller faire ses courses, donc aller au supermarché. Là, ça va être se charger entre 1 heure et 2 heures. On n'a pas besoin de partir sur des puissances de borne très importantes. Et les aires d'autoroute, là, l'enjeu, c'est de se recharger en moins de 30 minutes. Oui. Donc d'avoir des bornes suffisamment puissantes pour pouvoir arriver à cet objectif. 480 kW, effectivement. C'est la puissance que peut... alors, c'est une armoire de puissance qui est installée sur les autoroutes avec des unités déportées à haute puissance. Mais les bornes les plus puissantes hôtels peuvent monter jusqu'à 400 kW et offrir 2 points de charge en 200 kW. Alors, le problème que rencontrent beaucoup les propriétaires de voitures électriques, c'est le côté non universel de ces bornes, avec des abonnements de l'un pas l'autre, et finalement, il faut prendre des abonnements partout. Est-ce que ça veut dire que chez vous, on aura cette possibilité d'être d'y avoir accès sans abonnement? Comment ça va se passer? Alors, ou pas? Nos bornes ouvertes au public, nos bornes rapides, donc déjà ont un écran de 27 pouces très agréable qui va faciliter le parcours utilisateur. Donc en cliquant sur cet écran tactile, vous allez choisir votre type de connecteur, parce que souvent sur une borne vous avez deux points de recharge, et ensuite choisir votre mode de paiement pour lancer la recharge. Donc soit par QR code, avec votre téléphone, par badge RFID. Aujourd'hui, souvent les conducteurs électriques ont plusieurs badges pour être sûr d'avoir le badge qui fonctionne sur la borne. C'est très important. Et le terminal de paiement qui est de plus en plus demandé, qui peut à l'avenir devenir un standard. Pour le coup, c'est à la carte, quoi. Une carte bancaire, et là on est sûr que la charge pourra se lancer. À quoi les automobilistes doivent faire attention entre les différentes bornes? Parce que par exemple, quand on charge en 20 minutes, c'est peut-être beaucoup plus cher que quand on charge en charge lente, par exemple. Exactement. Et il y a un rapport de combien à combien en prix? Alors déjà, être vigilant pour bien sélectionner son type de borne. Souvent, il y a des applications où on peut voir les bornes ouvertes au public, si elles sont disponibles, sélectionner sa puissance. Si on sait qu'on va s'arrêter que seulement 1 heure, privilégier une borne adaptée à son besoin, à son temps de stationnement. Ensuite, effectivement, le prix de la recharge va dépendre d'où on se recharge. Si vous rechargez à domicile ou sur l'entreprise, vous allez payer in fine le prix de l'électricité, donc le kilowattheure, qui va osciller entre 15 et 20 centimes d'euros. Donc une recharge va se faire entre 10 et 15 euros, donc très raisonnable et bien en deçà d'un plein électrique. Par contre, si vous allez faire votre recharge sur une aire d'autoroute, le prix que vous allez payer, le prix du kilowattheure qui est affiché, ne comprend pas que l'électricité. Il y a aussi l'amortissement de l'installation et de la borne, qui est souvent très élevé. Donc ça peut devenir un plein d'électrique qui fait aux alentours de 50 euros. Généralement, le seuil fatidique, c'est 60 centimes d'euros. Si on paye au-delà, on n'est pas forcément rentable par rapport au carburant. Oui, mais finalement, c'est comme tout ce qui est sur l'autoroute, c'est toujours plus cher qu'ailleurs, donc on a l'habitude. Tout à fait, ça reste exceptionnel, puisque la grande partie des recharges auront lieu chez soi ou sur son lieu de travail. Donc, à des prix raisonnables. Quand on est aujourd'hui forcément importateur de voitures électriques, comme Leapmotor ou CRS, aujourd'hui devoir déployer des bornes, est-ce que c'est un frein aujourd'hui encore de se dire est-ce qu'on va pouvoir recharger ma voiture? Oui, ça reste un frein. Oui, typiquement, nous, évidemment, on ne fait que des véhicules 100% électriques. Alors, mais on voit effectivement entrer en showroom des personnes qui ne sont pas encore habitués à le faire. Donc il y a un gros travail d'éducation. Ce que vient de faire monsieur là est parfait, c'est-à-dire expliquer les différents types de charges, les applications pour savoir combien on va payer, quels sont les connecteurs, c'est ça, etc. Et il y a une grosse attente surtout, parce que de se dire si on est sur les autoroutes, on veut pas y rester en fait. Et donc dans nos espaces véhicules électriques, et c'est la raison pour laquelle on s'appelle espace véhicules électriques, c'est vraiment parce qu'on a des personnes qui sont des spécialistes de l'électrique et qui vont pouvoir guider les clients sur ces sujets-là. On a des partenariats avec des marques que monsieur n'a pas citées, type Electromaps, qui fournissent à la fois des services pour des bornes à domicile, mais aussi des badges RFID ou des cartes, de manière à pouvoir accompagner le client dans son utilisation du véhicule au quotidien. Victor Van Lancker, où va-t-on trouver les bornes hôtels en France? Alors vous pouvez les retrouver chez vous, à votre domicile directement, sur vos parkings d'entreprise. Sur les hôtels aussi, pour que ça rime. Ça veut dire qu'on peut On peut aller sur votre site et la commander?
Alors on va Comment passer. On a un réseau de distribution. Nous, on est purement fabricant. D'accord. Donc notre modèle économique, c'est de s'appuyer sur des partenaires qui vont offrir le service autour de la bande de recharge, l'installation, la maintenance, et également la supervision de la bande hôtel. Mais vous allez surtout aussi les retrouver sur les points de charge ouverts au public, donc sur les supermarchés, sur les aires d'autoroute. Vous allez pouvoir les voir. Elles vont se différencier par leur design et leur écran. Elles ont été récompensées en 2022 justement par ce design-là. Donc l'objectif, puisqu'on tend à en déployer plus de 10 000 cette année, dont 500 bornes rapides, c'est que vous puissiez les retrouver un peu partout. Vous avez déjà imaginé France. plus ou moins un maillage territorial ou en fonction de vos partenaires? Ça va être sur toute la France. Oui, toute la France. Exactement, oui. Voilà. Y a pas de... Est-ce qu'on reconnaît sa voiture? Est-ce que les bornes, à un moment donné, vont reconnaître notre voiture ou c'est pas nécessaire en fait? Quand la borne est chez vous, par exemple, ou chez un bailleur social, par exemple, de dire qu'on met des bornes, est-ce qu'on peut reconnaître les voitures ou Par exemple, vous avez la borne devant chez vous et quelqu'un ne va pas pouvoir venir se charger sur votre borne, quoi, parce que il n'y a pas de raison que vous payiez son électricité. Non, il y aura justement l'accès à la bande de recharge, ça conditionné au badge. Généralement, on n'a pas besoin. Voilà, ça sera le badge qui va permettre. Le badge sera configuré pour les habitants de la copropriété pour qu'ils puissent bénéficier de la bande de recharge et que ça soit pas, la bande ne sera pas ouverte au public. Ça, c'est malin. Totalement. Voilà. En tout cas, ça s'appelle Hôtel AUTEL qui devrait implanter 10 000 bornes électriques dans l'Hexagone en 2023 avec, j'imagine, des projections 2024, 2025, 2026. Et j'espère que vous serez en tout cas, vous serez un petit peu partout en France. Merci beaucoup, Victor. Merci à vous. Van Lancker d'avoir été avec nous, responsable du développement d'Hôtel Énergie France. Dans un instant, on va revenir, on va vous parler du rallye Aïcha, les gazelles. Vous connaissez ce rallye magnifique au Maroc? Mais j'ai pas le droit de le faire. Non, vous n'êtes pas une fille. Voilà. Et c'est que pour les Dernière filles. Nouvelle. Le rallye Aïcha, les gazelles au Maroc qui s'élance samedi à Nice. C'est la 32e édition. On sera avec la maman de ce rallye. Elle s'appelle Dominique Serra. Elle est présidente et fondatrice du rallye Aïcha des gazelles. Et elle sera avec nous en direct dans quelques instants. À tout de suite. Les vraies voix qui font rouler la France. Les vraies voix qui font rouler la France pour vous emmener, on va vous faire voyager un petit peu. On va partir au rallye Aïcha des gazelles du Maroc qui s'élance samedi à Nice. Ça existe depuis 1990, placé sous le haut patronage de Sa Majesté le roi Mohamed VI. C'est une aventure humaine unique qui permet à toutes les femmes de vivre une expérience intense. C'est la 32e édition. Dominique Serra est avec nous. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Bonsoir Cécile. Bienvenue sur Sud Radio. Vous êtes présidente et fondatrice du rallye Aïcha des gazelles au Maroc. C'est, je le disais, la 32e édition. Là, on est à quelques jours, forcément, enfin quelques heures, grandes heures du départ à Nice. J'imagine que la tension est à son paroxysme. Oui, mais plutôt cool. De côté organisation. Ouais, on est prêt. On est prêt, voilà. Oui, tout à fait. Voilà, oui, c'est ça. Combien de femmes vont s'élancer pour cette nouvelle édition? 380 femmes. C'est énorme. C'est énorme. Oui, c'est énorme, oui, tout à fait. C'est quelque chose qui est excitant et très intéressant parce que de plus en plus, les femmes ont envie de vivre cette aventure et nous, on a envie de leur faire vivre. Donc, on est sur le bon chemin, en tout cas. Dominique Serra, c'est vous qui avez créé ce rallye. Pourquoi l'avoir créé? Je l'ai créé parce que je voulais mettre les femmes dans un univers qui n'était pas le leur. Ouais. Et il y a 32 ans, c'était ça. Ça allait encore un peu d'ailleurs. Et donc, voilà. Et avec un postulat qui était que les femmes, on les mettait n'importe où, n'importe comment, elles s'en sortaient. Et c'est la vérité, et ça s'est toujours révélé exact. Oui, et d'année en année, donc on rappelle que c'est samedi, ça départ de Nice, enfin ça part de Nice samedi, et pour arriver sur la plage d'Essaouira, une très jolie ville. Il y a une démarche RSE aujourd'hui parce que c'est un rallye, c'est sûr, mais il y a pas mal d'engagement dans ce rallye, et cette démarche RSE, j'aimerais bien que vous nous en parliez sur la neutralité carbone par exemple. Je crois que déjà, il y a une chose qui est importante, c'est qu'on peut se dire qu'un rallye raid comme ça de femmes, c'est quelque chose d'un peu futile. Mais nous, on l'a transformé, on l'a rendu utile. Alors, l'utilité aujourd'hui de notre événement, à travers tout ce qu'on a pu intégrer et mis en place, effectivement, avec une norme ISO 14001, avec un comité RSE,
Un comité RSE qui est présidé justement qui a été présidé par Christine Lagarde pendant très longtemps, qui est maintenant présidé par Nadia Feta, la ministre de l'économie et des finances du Maroc. Nous avons mis en place ce comité RSE avec une stratégie très particulière qui s'appelle CAP. Et comme vous savez, on va au Cap, on a besoin d'une boussole et on a besoin effectivement de tracer notre route. Eh bien, cette démarche environnementale, elle a 3 piliers, et je crois que c'est super important. D'abord, c'est l'empowerment des femmes et la défense du droit des femmes, que ce soit dans l'égalité professionnelle ou dans la violence ou dans tout ce qu'on peut imaginer d'important sur la partie des entreprises. Et le deuxième, c'est tout l'environnement, c'est les territoires, c'est les populations qui nous accueillent. Et après, sur l'environnement. Eh bien, alors, les populations qui nous accueillent, c'est la caravane médicale, c'est des puits, c'est tout ce qu'on peut imaginer de faire pour aider le pays que l'on traverse, et sur l'environnement, avec un environnement, une neutralité carbone, puisqu'on plante 13 000, aujourd'hui on a 13 000 palmiers dattiers qu'on a plantés pour les populations et qui nous permet d'être neutre en carbone chaque année. Dominique, on en est très fiers. Non, juste un petit mot sur la caravane médicale, parce que c'est important d'en parler, pour ceux qui ne connaîtraient pas, de dire que finalement il y a des médecins qui s'engagent sur le terrain avec vous. Tout à fait, il y a 32 médecins qui s'engagent avec nous. On a à peu près 8000 personnes qu'on soigne en 8 jours de course, mais on ne fait pas Magnifique. que les 8000 personnes, on a toute la partie de suivi de patients. C'est-à-dire qu'on est capable toute une année de suivre les patients. On est capable aussi d'avoir des prescriptions médicales, de distribuer les médicaments qu'il faut. Et puis on a aussi toute la partie chirurgicale. Mais ça va. Il y a des pédiatres, des gynécologues, il y a des chirurgiens dentaires, il y a de l'ophtalmologie, il y a de la neurologie, il y a le général. Enfin, on a vraiment une caravane qui est très importante et qui nous permet de pouvoir faire en tout cas du bien aux enfants, aux femmes et aux hommes que l'on rencontre. Et c'est du 8 au 16 mars. 8 mars, c'est une date du 8 au 16 mars, importante. Oui, tout à fait. Et il y a des équipages alors familiaux, mère-fille, il y a des équipages qui défendent des causes, comme les agriculteurs, ce qui fait plaisir. Quel est le profil des participantes, Dominique Serra ? Alors, profil donc amateur, bien entendu, on a des sportifs, mais ça reste de femmes amateurs. La moyenne d'âge, c'est près de 43 ans. On a tous secteurs sociaux, professionnels confondus, ce qui veut dire qu'on a des avocates, mais des secrétaires, on a des femmes de ménage, on a des agricultrices, on a des viticultrices. C'est 200 métiers qui sont représentés sur le rallye, 10 nationalités différentes et des femmes entre 20 et 72 ans pour la plus âgée. Ce qui est important et ce qui est dingue quand on regarde les témoignages, qu'on écoute les témoignages, beaucoup nous disent que ils n'étaient pas la même personne au moment où ils sont venus. Certains étaient en burn-out et en fait ça a transformé leur vie. Je dis toujours, tu sais, elles arrivent avec leurs bagages, elles posent les bagages en partant sur le rallye, elles vivent leur événement et quand elles retrouvent leurs bagages, quand elles ouvrent, il n'y a plus rien qui est pareil et elles changent complètement de vie. Elles changent de manière de se comporter, de manière de penser. Elles affrontent les problèmes d'une autre manière. Elles sont fières d'elles. Et c'est un bonheur, mais aussi les hommes qui les accompagnent, parce que beaucoup d'hommes suivent leurs femmes et les poussent à participer à cet événement. On change de regard sur leurs femmes. Les enfants aussi changent de regard sur leur mère. Ça, c'est aussi quelque chose de très important. Le Gazelle, c'est aussi un événement familial. Tout le monde s'y met. Tout l'environnement de la participante, qu'il soit le commerçant, qu'il soit le chef d'entreprise, le mari, tonton, tata, papa, maman, tout le monde y est. Et c'est aussi une occasion pour Essaouira de faire découvrir la ville. On voit souvent Marrakech, voilà, et Essaouira finalement, de se dire que tous ces gens débarquent et voient cette ville magnifique. Alors déjà, c'est une ville magnifique. On va pas dire trop fort parce qu'après il va y avoir trop de touristes. Je n'ai rien dit. J'ai rien dit. C'est une ville magique. Les participantes arrivent sur la plage avec un bonheur incroyable parce qu'elles ont prouvé qu'elles étaient arrivées sur cette plage et qu'elles l'avaient réalisé, qu'elles l'avaient fait. Bien sûr. Donc ça, c'est un grand bonheur.
Et tout Essaouira est aux couleurs des gazelles pendant un week-end. La population est très très fière de recevoir les gazelles et ça dure depuis quand même 23 ans maintenant, l'arrivée du gazelle à Essaouira. Sportivement, c'est une épreuve difficile. C'est une épreuve qui est très difficile. Elle est exigeante, cette épreuve, parce que vous n'avez pas de téléphone, pas de GPS, juste une carte, une boussole au 100 millième, une boussole, des cartes au 100 millième et 200 millième. Tout en hors-piste, on vous donne des coordonnées géographiques, vous devez les pointer, les mettre sur votre carte et aller d'un point à un autre en faisant le moins de kilomètres possible. C'est ça le classement du gazelle. On a inventé les conduites il y a 32 ans. C'est génial. Et vous aurez un gazou, Axel Bauer. Ah oui, alors on a un gazou qui va venir sur le terrain voir comment ça se passe et qui va en même temps après enflammer le chapiteau et la soirée de clôture. C'est Axel Bauer. Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Dominique Serra. Et regardez, suivez forcément ce rallye Aïcha des Gazelles. On vous rappelle, le départ est à Nice. Si vous êtes à Nice, c'est samedi matin avec Christian Estrosi, j'imagine. Et l'arrivée se fera à Essaouira. Et si vous regardez sur le site internet, vous verrez cette belle fondation, en tout cas les engagements de Dominique Serra et de l'ensemble des bénévoles de ce joli rallye. Merci beaucoup Dominique Serra d'avoir été avec nous. Merci à vous. Merci à Sud Radio. Merci beaucoup, merci de nous avoir écoutés, d'avoir été avec nous et on se retrouve demain matin. On se retrouve demain à 17h, mais vous savez que là, pour faire la transition avec le loft, c'est parfait le rallye Aïcha des Gazelles. Ah bon? Vous savez pourquoi? J'aime regarder les filles qui marchent sur la plage. Et qui roulent sur la plage. C'est Patrick Coutin, l'invité de Yvan Cugius dans le loft, et Olivier Delaveau. On se retrouve à 17h demain. Ouais, salut, à demain. Et juste avant Yvan, conseil de famille, Stéphane Moller, votre argent.